Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Médecine Douce pour cette émission en compagnie de Christophe Bourgois. Bonjour Christophe, Bonjour Stéphane. fondateur de Go Yoga, et c'est un grand plaisir de t'accueillir Christophe, car à travers ta plateforme qui réunit un grand nombre d'enseignants de yoga justement, qui permettent de véhiculer l'information par rapport à leurs cours, par rapport à leurs pratiques, par rapport à leur passion aussi, qu'est le yoga. Tu as mis en place un système qui est vraiment intéressant. Tu vas nous en parler un peu plus aujourd'hui, à tous les artisans de sagesse qui t'écoutent aujourd'hui, Christophe. Mais comme tu le sais, par expérience, notre émission Sagesse et Société, on prend un temps pour mieux te connaître. Alors, en tout cas, c'est magnifique. Je ne sais pas où tu es, mais c'est la nature, c'est très appréciable. Ouais, Ça détend, rien qu'à te voir, ça te détend déjà. j'ai choisi ce lieu parce que c'est vraiment un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est au bord de l'Hérault, près de Montpellier. Et c'est un lieu que je connais bien parce que j'y suis venu régulièrement. Mais cette année, je suis arrivé hier soir et j'ai eu la surprise de trouver un torrent de boue qui est passé par là. Donc j'ai Oh, trouvé wow. une zone au sec. Et voilà, c'est vraiment bien. La nature est verte du coup. Et j'aime beaucoup être comme ça au milieu des arbres. Bah, écoute, je te remercie pour cette pause nature qui est très agréable. Alors, Christophe, avant effectivement d'avoir créé Go Yoga, et surtout ce qui est intéressant à travers Go Yoga, mais on en reviendra un peu plus tard, c'est vraiment aussi ton désir de vouloir faire une plateforme éthique où c'est vraiment une coopération entre tous les acteurs de cette plateforme. Donc, tu nous en parleras un peu plus. Mais d'abord, ton parcours, Christophe. Qu'est-ce qui t'a amené ton yoga? Parce que je sais que avant tout, tu étais beaucoup plus informaticien et tu l'es toujours, car tu as d'autres sociétés où tu travailles sur l'aspect beaucoup plus informatique et médias sociaux, tous ces aspects-là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené peut-être sur la voie du yoga? Alors, qu'est-ce qui m'a amené sur la voie du yoga? C'est une petite voie en fait. Bon, j'ai toujours eu ça en moi, le sentiment qu'il y a autre chose. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je voyais bien aussi toutes les limites enfin pour moi en tout cas, dans mon chemin, je voyais bien que c'était limitant. Et puis, effectivement, il y a eu une petite voie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui m'a amené petit à petit en Inde. Je suis passé par d'autres endroits. Et puis là, j'ai vraiment, en fait, ce que j'ai découvert avec le yoga, c'est pas que ça m'a transformé, c'est que ça m'a reconnecté à ce que je suis profondément. Et finalement, c'est un peu de ça que je voudrais parler aujourd'hui. En fait, ça m'a reconnecté à ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça a comme construit une base, installé un pilier. Et puis, ça m'a surtout donné envie d'aider les autres, et notamment les professeurs de yoga, puisque je me suis dit, si le yoga me fait... Alors, quand je parle de yoga, il ne s'agit pas de mettre les pieds par-dessus la tête et de faire des postures. C'est très bien aussi, je pratique ça aussi de temps en temps, mais quand je parle de yoga, en fait, c'est surtout les aspects méditatifs qui viennent de la pratique des postures, puis du pranayama, des techniques de respiration, et qui emmènent enfin à la méditation. Et c'est ça vraiment ce qui est important dans le yoga que j'aime, c'est cette possibilité de se mettre en écoute, en réception, et puis de recevoir la confiance, de recevoir la paix, de recevoir l'amour, et du coup de pouvoir ensuite installer ça dans notre quotidien, et en particulier en ce qui me concerne dans mon quotidien de consommateur et de chef d'entreprise. Alors justement, c'est très intéressant parce que effectivement, tu es dans le monde de l'entreprise, tu as monté des entreprises à plusieurs endroits d'ailleurs, dans le monde entier, tu as eu beaucoup de partenaires. Qu'est-ce que justement cette voie du yoga a pu aussi t'amener dans ce monde de l'entreprise qui peut des fois peut paraître antinomique, hein? On peut se dire comment amener plus de sérénité dans une voie ou plutôt dans une société ou une entreprise qui a besoin de compétitivité, hein? On parle vraiment de compétition dans le monde de l'entreprise. On parle aussi du rendement. Alors comment c'est une voie justement qui va demander plus d'introspection personnelle? Qu'est-ce que ça t'a amené et surtout, quels sont les changements que tu as pu voir, que tu as pu observer entre une pratique du yoga que tu commençais à intégrer de plus en plus et un monde qui demande quand même une compétitivité? C'est une question qui est profonde. En fait, c'est une remise en cause complète
de notre perception du monde, en fait. Et du coup, ce week-end, comme on avait ce rendez-vous tous les deux, et puis avec tous les auditeurs, j'ai pris le temps de réfléchir à parce que ce projet, je travaille dessus depuis 4 ans, donc c'est vrai que même si je connais les motivations, à un moment donné, ça fait du bien de se reconnecter à ça. Qu'est-ce qui me motive profondément? Et donc, effectivement, la base, en fait, c'est vraiment ce problème d'inégalité dans le monde, l'inégalité dans la répartition des richesses. Ça, c'est vraiment un axe fondateur dans ma vie. Et alors bon, il ne s'agit pas de dire des inégalités à quelqu'un qui est plus riche de 10 fois ou même de 100 fois. En fait, il y a des inégalités qui sont tellement immenses qu'on ne peut même pas les imaginer. Alors je me suis amusé. Je suis allé sur le site d'Oxfam, parce qu'on peut trouver très rapidement ces informations. Alors il ne s'agit pas de mettre en colère qui que ce soit, ni de vous faire perdre la paix, alors respirez profondément. On va prendre une grande inspiration, voilà, et relâcher. Et puis, mais je pense que c'est bien aussi de savoir dans quel monde on vit et d'avoir la conscience, parce que le yoga m'a aussi amené à cette conscience, en fait. Dans quelle vie est-ce que je suis incarné, dans quel monde je suis incarné, et qu'est-ce qui se passe autour de moi? Alors, j'ai pris quelques indicateurs, je ne les ai pas appris par cœur, là, je vais vous lire. Dans le monde, il y a plusieurs aspects. Dans le monde, en fait, par exemple, il y a 1% des personnes les plus riches qui détiennent 2 fois plus de richesses que 90% des personnes les plus pauvres. Donc déjà, c'est extraordinaire. Il y a 2153 personnes qui détiennent plus de richesses que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 2153 qui détiennent plus de richesses que 4,6 milliards d'individus. J'arrive même pas à imaginer personnellement. Et après, tout ça, en fait, ça montre. Alors, on pourrait dire, bon, ok, c'est pas un problème d'être riche. Effectivement, c'est pas un problème. Par contre, qu'est-ce que ça génère en parallèle? C'est vraiment sur cet aspect-là que moi j'ai envie de parler aujourd'hui, entre autres. C'est que ça génère de la pauvreté, parce que la richesse, c'est quelque chose de relatif, c'est pas quelque chose d'absolu. Je suis plus riche que X personnes. Et donc, ça génère qu'il y a 3,8 milliards de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 5 euros par jour. Donc ça, c'est dans le monde. Après, en France, il y a aussi des indicateurs assez étonnants. 7 personnes qui ont plus que 30% des plus pauvres. 10% des personnes qui possèdent plus que 50% des richesses du pays. Et en 2019, il y avait 41 milliardaires, c'est-à-dire 4 fois plus qu'en 2008. Donc, en parallèle, il y a eu 400 000 pauvres de plus en 2019, juste en une année. Donc, on voit bien que cet écart croissant des richesses crée une augmentation permanente du nombre de pauvres dans le monde. Et c'est vraiment, en tant que chef d'entreprise, c'est la question que je me pose, parce que bon, on parlera tout à l'heure un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans les incubateurs d'entreprise, dans ce milieu-là. Mais en tout cas, moi, oui, alors, je vais quand même donner d'autres infos, parce que c'est important. Depuis le début de la crise du Covid, il y a 32 des plus grandes multinationales qui ont augmenté leurs bénéfices de 109 milliards. Et juste entre le 15 mars et le 31 mai, les 25 milliardaires les plus riches du monde ont vu leur richesse augmenter de 255 milliards. Alors, tout ça, c'est des chiffres très importants. Il y a 25 000 personnes qui meurent de faim dans le monde par jour. Quand on sait qu'il faudrait... donc, j'ai dit 255 milliards en 2 mois et demi, ils ont gagné. Il faudrait 267 milliards, ça c'est l'ONU qui le dit, 267 milliards par an pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Et donc, on voit qu'en 2 mois et demi, 25 personnes gagnent ça en 2 mois et demi de crise du Covid. Donc, on voit il y a vraiment un problème de répartition des richesses, et c'est pas un problème d'être riche, c'est un problème de différence entre les plus riches et les plus pauvres. Il faudrait, en fait, pour moi, que le niveau de vie augmente pour tout le monde en même temps. Voilà. Et du coup, en fait, après, j'ai regardé. Alors, effectivement, cette crise du Covid, elle prend une ampleur phénoménale au niveau des médias. On occulte complètement les gens qui meurent en Méditerranée parce qu'ils fuient le pays dans lequel on fait la guerre. Enfin, tout le reste n'existe plus. Et du coup, je me dis, mais en fait, on est dans un système où nos politiques, nos médias, alors est-ce qu'ils sont corrompus? Est-ce qu'ils sont aveuglés par une façon de penser? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un problème. Il y a un problème de perte de repères. Et par rapport à ça, du coup, c'est ce que j'ai trouvé, moi, dans le yoga, c'est retrouver des repères. Et je voudrais vous parler des Védas. Donc là,
Voilà, parce que les Védas, en fait, ils vont nous ramener à la noblesse de l'individu, ils vont nous ramener à la noblesse de la société. Et en fait, quand on lit les Védas, par exemple, on entend parler de... Bon, c'est vraiment immense, hein, c'est une sagesse qui est immense. Voilà. Alors Et pour nos éditeurs, c'est important de rappeler que ces Védas, ce sont des textes sacrés, hein, qui sont, voilà, qui datent de milliers d'années. Et effectivement, dans ces Védas, il y a, le terme Véda veut dire connaissance, et il y a beaucoup de thèmes abordés dans ces Védas. Et donc, je présume que effectivement, c'est un partage autour de certains thèmes que tu vas nous aborder aujourd'hui. voilà. Alors effectivement, en fait, c'est très simple, hein. Les Védas parlent des 4 âges de la vie. Alors les 4 âges, ils ont séparé la vie en 4 périodes. Donc c'est très simple, il y a Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha et Sannyasa, c'est les 4 âges. Et alors qu'est-ce que c'est ces âges? Le Brahmacharya, en fait, c'est la période de l'enfance et de l'adolescence. C'est une période qui va à peu près de la naissance jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est une période pendant laquelle, évidemment, il y a une abstinence sexuelle complète. Il y a pas, la sexualité n'est pas éveillée. Et en fait, cette énergie sexuelle vraiment extrêmement puissante, elle est utilisée pour l'acquisition de la connaissance, l'acquisition de la sagesse, l'éveil des chakras, et donc la maturation de la conscience finalement. Éveiller la noblesse chez l'individu. Et suite à ce premier dharma, il y a le deuxième dharma qui est le grihastha dharma. Alors c'est un choix, je reviendrai à la fin sur ce choix qui se pose à un moment donné. Le jeune de 20 ans se pose la question de qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie. Donc majoritairement, évidemment, on va vers le grihastha dharma qui est le dharma de la vie de famille. Et en fait, ce dharma-là, il est exprimé comme un dharma de service. C'est-à-dire, en fait, pendant cette période, le couple, l'homme et la femme, vont se mettre au service de leurs enfants et se mettre au service de la société. Donc, finalement, c'est un service de la société, puisque même en élevant des enfants, ils vont contribuer à la société, à la perduration de, je ne sais pas si on dit ça, de la société. Et donc, à faire perdurer la société en tout cas. Et donc, ils vont contribuer par les impôts, par l'aide de toute la société, des ashrams. Donc, les ashrams, c'est des espèces de monastères en Inde qui sont une forme de sécurité sociale aussi. Moi, je vois ça aussi comme une forme de sécurité sociale. Donc, ils choisissent ce dharma du service de la société. À la fin de ce dharma-là, ils vont passer au troisième dharma, qui est le vanaprastha dharma. Là, ils se retirent de la vie sociale. Leurs enfants sont grands, ils volent de leurs propres ailes. Et là, ils vont se retirer de la vie sociale. Et ils vont se mettre dans ce qu'on appelle, ils vont se mettre en tapas. Ils vont avoir des pratiques spirituelles intenses. L'objectif étant d'aller vers une plus grande conscience, une plus grande sagesse, un éveil d'une plus grande noblesse en eux. Le dernier dharma, qui est la fin de la vie, c'est une période où l'énergie individuelle il va y avoir une expansion de cette énergie qui peut retourner dans le monde, et donc c'est des gens qui vont pouvoir organiser ce qu'on appelle des yajnas, c'est des rituels en fait sacrés pour le progrès du monde. Ils peuvent aussi retourner dans le monde pour enseigner, pour partager leur sagesse. Et voilà, donc on voit en fait que ces 4 dharmas sont tous tournés vers le service de la société et vers le service de la noblesse. Et en fait, je voulais en venir là parce qu'en fait, les hommes politiques dans les Védas suivent le Naistika Brahmacharin. Donc en fait, c'est des gens qui, quand ils ont 20 ans, ils choisissent pas de se marier, ils font vraiment un choix de renoncement au mariage et à toute forme de sexualité finalement, puisqu'ils vont rester Brahmacharin, et ils vont orienter toute leur énergie sexuelle et toutes leurs pensées, toutes leurs actions vers le service du monde. Et en fait, ce dharma politique, c'est un dharma dans lequel finalement dans la loi française, on connaît ça, on appelle ça se comporter en bon père de famille. En fait, ils vont considérer tous les individus, soit de leur commune, soit de leur pays, en fonction du niveau politique dans lequel ils sont engagés, comme leurs propres enfants. Et donc, on voit en fait que les Védas éveillent vraiment, dès la plus tendre enfance, la noblesse chez l'individu qui va ensuite pouvoir se mettre au service de la vie. Et alors, j'ai envie de partager 2 phrases que j'ai lues parce que c'est en fait tiré, c'est à la suite de ça en fait. C'est des phrases qui disent: lorsque tous les êtres des différents âges de la vie réalisent le divin, s'unissent et se connectent à la volonté divine, alors la vie sociale devient divine. Et la suite de ça, c'est lorsque s'établissent des nations divines, s'appuyant sur des sociétés divines, la terre devient un monde divin.
Donc en fait, on voit que par cet enseignement vraiment profond, on peut vraiment aller vers un monde beaucoup plus noble, beaucoup plus juste, dans lequel on vit tous en harmonie et dans lequel finalement on sera tous riches, entre guillemets. Tous, on pourra tous vivre bien. Voilà, donc Oui, voilà. on sent derrière ton partage, Christophe, vraiment une profondeur, vraiment une analyse différente, une perception différente, où il y a vraiment une recherche d'équilibre, ce que pourrait amener justement, ce que peut amener le yoga, hein, cette quête d'équilibre, hein, d'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, que ce soit aussi bien sur le règne humain, végétal, animal, minéral, qui est une vraie osmose entre tous ces règnes. Et donc, quand tu parles effectivement du dharma, hein, peut-être rappeler à nos éditeurs, hein, auditeurs, donc le dharma, c'est bon, il y a plusieurs définitions, mais là peut-être dans ce que tu viens de partager, peut-être quelque chose de simple. Hein, c'est vraiment l'expression de notre nature profonde, hein, vraiment de notre être profond, vraiment ce que nous sommes. On va le mettre en application, on va le mettre, on va s'exprimer en accord avec ce qui nous anime au plus profondément. Hein, si je veux rester d'une façon simple par rapport à ce terme, par rapport à ce que tu partages. Et donc, c'est intéressant l'analyse que tu fais de cette connaissance védique qui date de milliers d'années. Et puis, par rapport à ce qu'on trouve dans notre société, où on en est peut-être un peu loin. Oui, il y a des gens qui doivent se dire que je blase un petit peu. Bah, disons, il y a un sacré chemin avant d'arriver peut-être à exprimer pour toute une société ce type de vision qui pouvait prendre sens dans des temps anciens où la tradition védique était une société très rurale aussi, très en connexion avec la nature. On vivait proche de la nature, dans les forêts. Donc, effectivement, j'aime bien ces 4 âges dont tu parles. Hein. Le premier âge, où c'est vraiment l'étude. L'étude, et c'est vrai qu'il y avait toute l'orientation de l'énergie, du potentiel de l'individu focalisé sur l'enseignement et ce qu'il allait devenir. Et puis après, cette responsabilité au sein d'une famille, et puis après au sein de la société, et la phase où après on va transcender pour s'occuper vraiment de cette transcendance. On sent qu'il y a quand même effectivement un écart entre notre société moderne. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, ou surtout quel est ton désir par rapport à cette sagesse-là? Quels seraient tes souhaits, Christophe, par rapport à ça? En fait, du coup, cette sagesse, bon, j'en ai donné un tout petit extrait, mais cette sagesse qui me semble vraiment un idéal vers lequel on peut espérer aller dans notre monde, je me suis dit comment est-ce que je peux incarner ça en tant que chef d'entreprise. C'était ça la question. Et donc, je voulais donner cet exemple-là pour vraiment que ça puisse être bien compris. Et du coup, c'est très intéressant. Excuse-moi de t'interrompre parce que c'est vrai que c'est important pour faire les liens, et je trouve tellement essentiel les chiffres que tu nous as rappelés, ou peut-être même pas rappelés, que tu nous as mis en conscience, parce que peut-être certains d'entre nous n'ont pas connaissance de ces chiffres. Et à un moment donné, tu l'as dit, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est même inimaginable. Les écarts, c'est énorme. Hein, que 250 personnes riches peut contenir à peu près accumulé au point d'avoir 4,5 milliards d'individus. C'est un rapport qui est... voilà, la balance est complètement disproportionnée. Donc ça, c'est très important que tu parles de ces chiffres parce que c'est la réalité d'aujourd'hui dans une société occidentale. Alors bien sûr, on parle d'une société telle qu'on la connaît. Si on va dans les peuples premiers, comme chez les Kogis, etc., ils ont d'autres façons de fonctionner. Et là, effectivement, ces 4 ashramas, hein, où on parle de ces dharmas, et puis ta vision, ça m'intéresse, effectivement. En tout cas, merci pour cette mise en lumière aujourd'hui, ce matin, pour commencer la semaine du 21 septembre. Tu commences fort, Christophe. Ben voilà, du coup, je me suis posé la question comment est-ce qu'on peut contribuer, parce que je me suis dit, on s'est tellement habitué à ces différences, à ces injustices, finalement, on s'est complètement habitué à ça. La société est complètement immunisée, en fait. On dit ça aux infos, ça passe, et puis c'est comme ça, en fait, il n'y a pas de problème. Et moi, je me suis dit, si, c'est un scandale absolu, en fait. C'est un scandale absolu. Il faut vraiment que chacun se mette en marche et chacun à notre propre niveau, on agisse soit en tant que consommateur, soit en tant que chef d'entreprise. Et donc, en tant que chef d'entreprise, en fait, les différents axes sur lesquels j'ai travaillé, bon, il y en a un qui est assez simple, c'est contribuer à la diffusion des Védas. Donc,
Il y a un réseau de blogueurs qui rédigent, et je les remercie beaucoup parce qu'ils écrivent des articles d'une grande qualité tous les mois Sur pour goyoga.fr. sur goyoga.fr. Qui vont, voilà. Donc il y a des articles qui contribuent à la diffusion de cette sagesse-là. Bon, ça c'est bien, mais c'est un début en fait. C'est pas ça qui va incarner le changement dans Goyoga. Après, alors je voulais reparler des incubateurs d'entreprise, et notamment, je suis passé plusieurs fois, parce que c'est pas ma première société, je suis passé plusieurs fois dans ces incubateurs-là, et qu'est-ce que je remarque? À chaque fois, en fait, qu'est-ce que c'est la réussite dans ces incubateurs? La réussite, c'est de gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps. Et jamais se pose la question des conséquences, à court ou à moyen terme. C'est pas la question. La réussite, c'est ça. Et je pense que beaucoup de gens ont vu cette image où il y a plein de smileys. Au milieu, il y a un smiley qui sourit, et tout autour, il y a des smileys qui sont tristes. Et quand on montre ça à un occidental, on demande le smiley du milieu qui sourit au milieu de ces smileys tristes, est-ce qu'il est heureux ou malheureux? Tous les occidentaux vont répondre il est heureux. En Orient, qui réfléchit différemment, les gens vont dire le smiley qui sourit, il est malheureux. Et pourquoi? En fait, parce que pour eux, la conscience de groupe est plus importante que la conscience individuelle. Parce qu'ils ne peuvent pas être heureux s'ils ne sont pas entourés de personnes qui sont elles-mêmes heureuses. C'est vrai, on ne peut pas être heureux tout seul, c'est pas possible. Ou alors au milieu des arbres. Mais Oui. donc en tout cas, cette réussite, qu'est-ce que c'est pour moi? Cette réussite, ça serait de créer un modèle économique qui soit bien sûr profitable, qui soit très rentable, mais ce modèle économique, au lieu de profiter à une seule personne, c'est-à-dire moi-même, ou à 2-3 personnes, mes associés, et ensuite que je revends cette société-là à des grandes sociétés, et puis au final, il y a une telle concentration qu'au final, ça finira peut-être un jour chez Google. Donc, ça va arriver entre les mains de l'une ou quelques personnes. Donc, voilà, au lieu de contribuer par mon action individuelle finalement en réaction à mes peurs intérieures de manquer tout ça, au lieu de contribuer à ça, j'ai décidé en fait de travailler différemment. Et donc, le modèle économique, c'est aussi un modèle économique de plateforme, mais par contre, l'objectif derrière, c'est de partager les richesses. Donc, comment ça va se mettre en place? Par exemple, l'écart des salaires dans Goyoga, il n'y aura pas un écart plus important qu'un écart de 1 à 5. Bon, pour l'instant, c'est une petite société. Ford, par exemple, il avait mis un écart de salaire de 1 à 40. Pour moi, c'était vraiment un visionnaire, parce qu'il avait conscience que ses salariés étaient aussi ses clients. Et donc, c'était aussi peut-être une motivation égoïste, mais il y avait quelque chose où il s'obligeait lui-même à augmenter les gens les moins bien rémunérés quand il voulait augmenter son salaire. Donc, il y a cet aspect-là, c'est un engagement fort. Et l'autre aspect, c'est la répartition des bénéfices de la plateforme. Ça ne sera pas réparti, habituellement, les bénéfices d'une société sont répartis entre les actionnaires. Là, je veux faire une vraie répartition des bénéfices entre les salariés et les actionnaires, c'est-à-dire à 50-50, salariés et actionnaires. Donc ça, c'est un deuxième engagement fort. Après, il y a un autre point. Il y a déjà, en fait, dans notre société, il y a déjà plein de choses qui existent. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde les sociétés classiques, les sociétés anonymes, sociétés par action simplifiée, etc., c'est des sociétés que moi j'appelle des sociétés d'opposition. C'est-à-dire qu'on a une opposition entre l'intérêt des actionnaires qui ont le pouvoir et l'intérêt des salariés qui créent la richesse, entre autres, parce que la richesse, elle est créée par le capital et par le travail. Mais il y a une opposition. Et en fait, il y a des sociétés aujourd'hui qui existent, en particulier la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui fait que les détenteurs de la société ne sont pas que les actionnaires, c'est aussi les salariés. Ça peut être aussi les clients. Donc, dans le cas de Goyoga, ça pourrait être les fédérations de yoga, ça pourrait être les professeurs de yoga, ça pourrait être les clients de yoga. Et en fait, mon objectif à terme, c'est de transférer, au lieu de vendre à une grande société sans foi ni loi, oui, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, un point très important sur le rapport d'Oxfam. Aujourd'hui, en fait, il y a... je fais un aparté parce que c'est vraiment important. Toyota a versé depuis janvier, Toyota a versé plus de 200% des bénéfices qu'il a réalisés à ses actionnaires. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une telle pression des actionnaires sur les entreprises pour avoir des dividendes que les entreprises arrivent dans des situations folles où elles distribuent plus que ce qu'elles gagnent.
Donc, autant dire qu'elles sont obligées toujours de rogner partout, sur les salaires et surtout. Donc, ça creuse en permanence l'écart des richesses. Et donc, du coup, moi, mon objectif à terme, quand GoYoga sera posé et rentable, c'est de transférer la propriété, de faire une vente à une société coopérative d'intérêt collectif qui serait détenue par l'ensemble des gens qui sont acteurs dans le domaine du yoga. Et ce qui fait que ça serait plus une société d'opposition, mais ça serait une société de convergence, puisqu'on aurait tous des intérêts convergents. Et donc, cette convergence d'intérêts créerait une intelligence collective beaucoup plus importante et donc une société qui est aussi beaucoup plus pérenne. Voilà, donc ça, c'était le point, en fait, sur comment, par des actions sur l'extérieur, GoYoga peut contribuer au changement. Moi, je pense qu'on est dans un changement de paradigme aujourd'hui. On est dans un paradigme aujourd'hui de peur, de compétition, d'individualisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vers un paradigme, enfin, je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, on va vers un paradigme d'entraide et de partage. Et il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont dans cette entraide et dans ce partage. GoYoga en fait partie. Et en fait, je voudrais parler d'un deuxième aspect du changement. Il y a le changement extérieur, mais s'il n'est pas lié à un changement intérieur de chaque individu, ce changement extérieur ne sera pas durable en fait. Et je voudrais en profiter pour citer Einstein qui dit « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et Einstein, pour moi, c'était un être qui était très spirituel, qui avait vraiment une pensée très haute, et il voyait bien cet aspect-là. Donc c'est pour ça que par le changement intérieur de chaque individu, le changement intérieur de chaque individu va aussi contribuer au changement de la société, puisque quand on éveille la noblesse en soi, on va changer nos modes de consommation, on va changer on va changer en fait toutes nos actions quotidiennes à chaque fois que je vais acheter quelque chose en tant que chef d'entreprise, dans mon travail, quel travail je choisis, etc. Donc voilà, c'est le... Oui. Alors justement, Christophe, une fois de plus, très, très intéressant, les sujets dont tu abordes ce matin, c'est essentiel. J'ai bien senti cet intérêt d'opposition et cet intérêt de convergence pour les personnes. Alors, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de sociétés type qui cherchent des profits pour avoir des intérêts d'opposition, où il y a vraiment les employés et puis de l'autre côté, il y a les investisseurs, en fin de compte, les propriétaires de ceux qui ont investi. Et aujourd'hui, à travers des sociétés comme GoYoga, le souhait, c'est justement de renverser la vapeur pour que chacun puisse être gagnant-gagnant, et même un troisième gagnant. C'est gagnant pour lui, gagnant pour la société, mais aussi gagnant pour l'environnement, gagnant pour aussi l'environnement dans le sens large du terme. Donc ça, c'est ton désir. Christophe, alors bien entendu, j'ai aussi bien noté le fait que c'est un besoin que chacun puisse aussi prendre sa responsabilité en termes de consommateur pour aller de plus en plus vers ce type d'entreprise qui offre justement un terrain favorable à ce que toutes les parties prenantes de cette entreprise soient gagnantes. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment conscience de l'impact de leur porte-monnaie sur justement les choix politiques, les choix économiques, les choix écologiques, parce que d'un certain côté, à travers ce qu'on achète, eh ben, on va avoir un impact énorme, sans parler du terme boycotter, mais est-ce qu'on a envie d'entretenir et de nourrir des sociétés qui, justement, des multinationales, qui peut-être dans des crises du Covid, vont s'enrichir, mais au détriment du collectif ? Ou dans d'autres crises, là on parle de celle-ci parce qu'elle est juste d'actualité. Donc ça veut dire un vrai changement de conscience, de paradigme individuel. Ouais. Bah, écoute, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience des conséquences de leurs actes, parce que finalement, le pouvoir aujourd'hui, c'est essentiellement un pouvoir économique. Le pouvoir politique est bien souvent, malheureusement, au service de l'économie. Et donc, c'est en ça, en fait, que GoYoga, aussi pourquoi j'ai créé GoYoga, c'est parce que je veux contribuer à la diffusion du yoga, pas uniquement en tant que pratique posturale, même si c'est un aspect important, mais parce que c'est quelque chose qui mène vers... il y a beaucoup de professeurs qui vont avoir un cours avec une première partie de pratique, ensuite du pranayama et ensuite de la méditation. Et c'est vraiment dans cet espace qui s'ouvre que la conscience intérieure
m'a fait des bons en fait. Et d'un coup, moi j'appelle ça le périmètre d'inclusion, c'est-à-dire on a tous, dans notre conception du monde, on inclut plus ou moins de personnes. On va inclure peut-être notre famille, on va inclure peut-être notre village, notre ville, notre pays, l'humanité, les animaux, la terre, les végétaux. L'univers, voilà, on va avoir une conscience et on va réfléchir chacun de nos actes, soit en fonction d'une conscience très limitée, soit en fonction d'une conscience très élargie. Et effectivement, comme j'ai cette expérience que le yoga m'a vraiment, enfin, la méditation a vraiment élargi mon périmètre d'inclusion, je me suis dit que si ça marchait sur moi, ça pouvait marcher sur beaucoup de gens. Et donc, c'est pour ça que... Et ça a déjà marché. C'est pour ça que l'objectif de Go Yoga, c'est d'aider les professeurs de yoga à gérer leur activité, à être mis en contact avec leur public. Et c'est d'aider les élèves à trouver leur professeur de yoga, un prof qui leur correspond, s'ils ont envie de faire un yoga dynamique, un yoga méditatif ou un yoga équilibré. Il y a un moteur de recherche qui permet de chercher ça. Et donc, c'est ça l'idée. C'est en aidant ce milieu-là, en contribuant à la diffusion, c'est aider effectivement les gens à découvrir ça, et puis par la découverte peut-être être touchés, et puis de cette petite rivière peut-être un jour faire un grand fleuve, et puis voilà, arriver à ce que chacun ait cette conscience. Et du coup, en fait, un autre point, je pense qu'effectivement, au niveau des professeurs de yoga, je pense aussi que sur cet aspect-là, j'ai de la chance parce que proposer une plateforme éthique et consciente dans d'autres milieux qui ne sont pas du tout des milieux qui font de la méditation, ça serait peut-être un peu compliqué. Par exemple, demander de la donation libre, je sais pas, c'est pas pour stigmatiser, mais quelqu'un qui va, si on faisait une donation libre quand on va chez le boucher, je suis pas sûr que ça marcherait, quoi. Par contre, je pense que les professeurs de yoga, le public des professeurs de yoga est un public qui a déjà eu cette expérience intérieure. Et je pense qu'il y a plus de chances que ce public soit apte à comprendre la notion de donation libre, la notion de soutien. Et d'ailleurs, je voulais en parler à la fin, mais je vais en parler maintenant. En fait, il y a Go Yoga, il y a plutôt une plateforme. En fait, il y a 2 étapes principales. Il y a une étape qui consiste en une étape où tout est gratuit, parce qu'une plateforme, quand il n'y a personne dessus, ça ne sert à rien. Donc il y a toujours une étape gratuite, où les gens peuvent l'utiliser gratuitement. Mais bien souvent, c'est une espèce de fausse gratuité, parce que l'objectif, c'est qu'une fois que tout le monde est habitué et n'a plus le choix, en fait, il n'a plus qu'un seul choix, c'est d'utiliser la plateforme, parce qu'on est dépendant. Cette gratuité se transforme souvent, en fait, c'est ce qu'on apprend dans les incubateurs. On a un indicateur, un curseur, et on doit définir le tarif le plus élevé possible, au-delà duquel les gens ne vont plus souscrire. Mais voilà, on doit toujours définir le tarif le plus élevé possible. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. En fait, l'ubérisation, c'est le fait d'aller pomper le plus d'argent possible, et c'est ça qui crée les pyramides où toute la richesse est aspirée en haut, en fait, de la pyramide. Et donc, du coup, la deuxième étape logique, qui est la période avec tarification, moi, je voudrais insérer au milieu de ces 2 étapes-là une 3e étape, qui sera l'étape 1,5, qui sera une étape pendant laquelle chacun sera libre de donner ce qui lui semble bon de donner. Donc, je mettrai des indicateurs. Mais par exemple, un élève, quand il va réserver un cours, pourra donner peut-être 10 centimes d'euros, 1 euro en fonction de ce qu'il a envie. Et chaque professeur pourra dire, moi, chaque mois, je veux donner 10 euros, 20 euros, 50 euros. Pourra donner, ou rien aussi, c'est possible. Et donc, j'ai envie de faire cette expérience parce que je suis persuadé que ce milieu a cette capacité, et on pourrait montrer non seulement qu'on peut avoir une plateforme éthique dans l'aspect redistribution, partage du pouvoir, partage des richesses, mais en plus que c'est pas tarifé habituellement, c'est vraiment un tarif avec le cœur, en fait. C'est vraiment chacun qui donne en fonction de ce qu'il peut donner. Et ça, pour moi, c'est un aspect très important. Ceci dit, si jamais ça fonctionne pas, j'ai prévu aussi des tarifs qui seront très accessibles. Il y aura toujours un forfait qu'on appelle freemium, c'est-à-dire un forfait gratuit,
qui permettra aux professeurs, par exemple, qui commencent leur activité, d'accéder gratuitement à la plateforme. Et simplement, la plateforme prendra un pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils feront grâce à la plateforme chaque mois. Donc comme ça, ils prennent aucun risque. Et puis, plus ils gagnent, plus la plateforme gagne. Et puis le jour où leur activité est suffisamment lancée, ils peuvent prendre un forfait où là, ils donnent un forfait mensuel et puis ils n'ont plus à donner on ne prélève plus d'argent sur le forfait, sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Voilà. Donc, voilà En pour tout cas, cet très aspect. intéressant tout ça, hein. Vraiment très intéressant de vivre cette. Bah oui, en plus, tu vis cette expérience, hein. Go Yoga a commencé à quelle époque, Christophe? Ça a commencé à peu près il y a 4 ans. Alors bon, au début, c'était juste un blog. Ça fait longtemps, hein. Il y a eu vraiment beaucoup d'étapes, beaucoup d'obstacles. Évidemment, quand on est chef d'entreprise, on sait qu'on rencontre beaucoup d'obstacles avant d'arriver Bien à un sûr. résultat. Et puis aussi beaucoup de belles rencontres. Vraiment, voilà, notamment tous les blogueurs, les quelques profs qui ont commencé à s'inscrire, qui sont à chaque fois des personnes où je sens qu'il y a vraiment une compréhension profonde du projet, qu'est-ce que c'est que ce projet et pourquoi en fait ces gens-là ont envie de le soutenir et d'y contribuer. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ta plateforme, même si elle a commencé il y a 4 ans, en tout cas, tu es sur cette voie où tu as voulu vraiment créer une plateforme où chacun peut s'y retrouver. Et il y a beaucoup de professeurs. Alors, justement, les professeurs de yoga, peut-être, ou peut-être les coachs aussi, les différentes personnes qui peuvent s'inscrire sur ta plateforme, comment peuvent-elles s'inscrire aujourd'hui sur goyoga.fr pour avoir justement la possibilité de diffuser l'information de leurs cours? Alors pour s'inscrire, en fait, c'est assez simple. Il faut aller sur le site manager.goyoga.fr. Alors il y a le site public www.goyoga.fr qui est pour tout le monde. Il y a un lien dessus pour les professionnels, mais on peut aller aussi directement, le lien il emmène sur manager.goyoga.fr. Et ce manager va permettre aux professeurs en fait, c'est une aide au référencement. C'est-à-dire, ça va à la fois référencer sur GoYoga, mais aujourd'hui, en fait, on commence à avoir beaucoup de trafic. Depuis un mois, on a eu à peu près 8000 visites, dont 5000 qui étaient des visiteurs uniques. Et donc, voilà, ça fait au moins 5000 personnes qui sont venues le mois dernier et qui cherchaient un cours. Donc, c'est vraiment des gens qui viennent sur GoYoga parce qu'ils cherchent un cours de yoga. Donc, Très bien. voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'invite tous les professeurs de yoga qui ont envie de se faire connaître et d'avoir une assistance au référencement sur Google à s'inscrire. On va, à partir de cette semaine, on va, je pense, diffuser une vidéo par semaine pour expliquer comment créer un compte, comment créer sa fiche en tant que professeur de yoga, comment référencer son lieu de yoga, comment référencer ses différents cours de yoga, ses stages, ses formations, etc. Voilà, comment tout ça fonctionne. Super. Voilà. Donc, c'est une invitation, hein, aujourd'hui, les professeurs de yoga qui nous entendent. Alors, bien sûr, professeurs de yoga au sens large, hein, il y a plus, en tout cas, sur ton site internet, il y a à peu près plus de 80 disciplines, hein, des formes différentes une des grandes voies du yoga. Donc voilà, chacun peut s'y retrouver. Mais le mieux, c'est d'aller visiter goyoga.fr, voir comment la personne se sent, et puis après, arriver sur manager.goyoga.fr pour passer à l'étape suivante. Et à ce jour, tout est gratuit, Christophe. C'est ça pour l'instant? Tout est gratuit, tout le restera au moins pour les forfaits de base. Et puis peut-être si cette proposition de donation libre fonctionne, ça sera toujours libre. Voilà. En tout cas, très belle initiative pour l'avoir et pour l'utiliser, et puis aussi pour de temps en temps contribuer au blog avec quelques articles. Et je vois que la communauté Go Yoga grandit, et ça fait très plaisir, hein, d'avoir vu ce projet au tout début, en tout cas d'avoir vu l'évolution. Et merci aussi, Christophe, aujourd'hui de nous avoir avoir partagé ton désir de créer une société éthique, une société qui est vraiment prône d'autres valeurs, et aussi d'avoir foi en ça, parce que c'est jamais évident. Au départ, quand on crée une entreprise, il y a aussi des impératifs qui sont financiers, et de croire en ce projet, en tout cas, bravo. C'est vraiment une qualité
de cette voix intérieure du yoga, hein, donner cette confiance et cette vision. Exactement. En tout cas, merci Christophe. Est-ce que tu aurais peut-être un mot pour partager avant la fin de notre émission aujourd'hui? Alors, deux mots. Deux mots. Le premier, en fait, c'est que, effectivement, comme j'ai pas fait de levée de fonds, le développement a été plus long que si j'avais levé 200 ou 300 000 euros pour développer ce projet. Parce que, effectivement, sur le papier, c'est un projet qui peut être très rentable. Et c'est pour ça que j'ai envie de le transmettre à la communauté du yoga. Et donc, toujours sur cet aspect, pas de levée de fonds, en fait, je vais mettre en ligne deux. Alors, je ne sais pas encore sur quel site, je vais faire des recherches, mais je vais mettre en place un système de soutien, en fait. Donc, les gens qui ont envie de contribuer à GoYoga pourront donner 10 euros ou 20 euros par mois pour contribuer soit au développement technique, pour accélérer le développement technique, soit contribuer à la communication. J'aimerais bien m'entourer pour avoir quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va pouvoir mettre en valeur le yoga, partager les Védas, partager les formations des professeurs. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point que j'ai envie de partager, c'est vraiment méditer. Prenez du temps, en fait, vraiment prenez du temps. Accordez-vous cet immense cadeau de faire silence et de juste être dans l'écoute de la respiration, du silence intérieur. Et voilà, je pense que vraiment en prenant même 5 minutes le matin, le midi et le soir. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour vous partager c'était un secret yogique qui a été révélé il y a quelques années au grand public, donc j'ai le droit de le partager. Dans la journée, il y a 5 périodes qui sont extrêmement propices pour méditer. Et il suffit de méditer 3 minutes et ça suffit. Ces périodes, c'est 2 minutes avant le lever du soleil jusqu'à après le lever du soleil. C'est le coucher de soleil. Pareil, 2 minutes avant, 1 minute après. Le midi solaire, c'est-à-dire le moment exact entre le lever et le coucher de soleil. Le minuit solaire, le moment exact entre le coucher et le lever. Et le dernier temps, qui est le temps des yogis, qui est 2h55 avant le lever du soleil. Et ça, c'est le moment le plus propice pour faire sa méditation. Et si on regarde ces heures-là, on peut observer d'ailleurs que dans les différentes traditions chrétiennes, islam, etc., il y a des temps de méditation qui souvent sont assez proches de ces heures qui sont très favorables à la méditation. Donc voilà, mon invitation, c'est ça, c'est prenez du temps pour... Merci pour ce secret yogique. Merci pour ce secret yogique, puis ce beau message, de prendre du temps pour méditer. Merci. Donc, je rappelle, Christophe, ton site goyoga.fr. Et puis, chacun peut aller, que ce soit les personnes qui désirent trouver des cours de yoga dans leur région, ou ceux qui veulent justement partager leur activité, leur agenda de cours de yoga pour les salles de yoga ou les professeurs de yoga indépendants ou en groupe. En tout cas, merci Christophe, merci pour cette pause nature que tu nous as offerte ce matin. Un grand plaisir de te revoir bientôt. Et puis, merci aussi à toutes et à tous qui nous ont écoutés ce matin. On vous souhaite une belle semaine. Et pour ceux qui désirent retrouver mon activité, c'est sur stéphanehero.com et vous y retrouverez aussi le livre, mon ouvrage, Les 4 sagesses du yoga, justement, où on parlera de ces 4 grandes voies du yoga, au-delà de l'aspect postural, mais qui l'englobe aussi. En tout cas, merci à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine à 11h. À bientôt.